Alors justement, vous parlez de Total et moi je me dis, bon, vous avez, à peu près 200 entreprises partenaires, chez Télémac et donc voilà, je me dis: Pourquoi des entreprises viennent vous aider? Qu'est-ce qu'elles attendent? Et vous, en face, qu'est-ce que vous voyez comme débouché pour ces jeunes sur le marché du travail et dans le monde des entreprises? Et là, on parle d'une très grande entreprise évidemment. Oui, alors effectivement, on a 237 entreprises partenaires parce que chaque entreprise compte, chaque mentor compte. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à faire parler de Télémac et de Bicode, bien entendu. Et en fait, dans ces 237 entreprises partenaires, on a 65% qui sont des TPE, PME, ETI. Et je crois vraiment d'ailleurs à cette nécessité, à ce potentiel de ce tissu entrepreneurial sur les territoires, parce que finalement, nous, on intervient sur les territoires et qu'il y a une responsabilité éducative des entreprises, grands groupes ou TPE, PME, ETI. Et on sait que le nombre d'entreprises en France, elle est avant tout sur les TPE, PME. Donc aujourd'hui, ce que ça apporte aux entreprises, pour répondre d'abord à ton début de question, donc c'est évidemment cette volonté d'avoir un impact positif sur la société, donc de travailler sur quand même un des sujets les plus importants de la société française, puisqu'on est le pays le plus discriminant d'Europe, on est profondément en difficulté sur notre incapacité à générer de l'ascenseur social. Et je me souviens, parce que je viens du privé à la base, notamment mon ancien président chez Accenture qui disait finalement, si mon territoire ne va pas bien, je ne vais pas bien. Donc, il y a vraiment cette logique positive. Donc, une empreinte territoriale positive, à moins d'avoir un chat dans la gorge. Ensuite, la marque employeur, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, les jeunes diplômés, si les entreprises ne sont pas engagées, eh ben, ils ne souhaitent pas rejoindre les entreprises. Donc, forcément, il y a un enjeu de marque employeur. Et pour aller à l'essentiel, parce que évidemment, on pourrait vous parler de nos études d'impact pendant 2 heures, mais ce n'est pas le but. Troisième levier, c'est l'engagement des collaborateurs. Dans nos études d'impact, les collaborateurs mentors qui rencontrent le jeune une fois par mois, ils sont fiers de leur entreprise, ils sont reconnaissants de l'entreprise de soutenir Télémac. Et puis les DRH, ça leur plaît parce que finalement, quand on réunit les mentors entre eux, quand il y a une centaine de mentors chez Sanofi, 80 mentors chez AXA, etc., etc., derrière, ça crée de la transversalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces collaborateurs qui sont, entre guillemets, éclatés dans l'entreprise, ils se reconnaissent sur des valeurs communes, au-delà des valeurs d'entreprise, des valeurs d'engagement, des valeurs républicaines. Et du coup, je me souviens d'un apéro chez Airbus, du temps où j'avais encore le temps d'organiser moi-même les apéros After Work Mentor. Et en fait, vraiment, littéralement, les collaborateurs ne se connaissaient pas et ils ne connaissaient pas les projets sur lesquels ils bossaient. Et donc, grâce à cet apéro Télémac, non seulement c'était plutôt sympa, etc., plutôt simple, et il y en a un ce soir à Clermont-Ferrand, mais en plus, ils ont pu parler des projets Airbus. Alors ça, si ce n'est pas vraiment un indice et quelque chose à présenter au DRH et au DG. D'accord. Alors, on a quelqu'un, dont il serait bien qu'il coupe son micro, je ne sais pas qui c'est, mais on entend des voix, en fond. Ouais, merci beaucoup. Erika, question complémentaire quand même, parce que du côté des jeunes, évidemment, l'idée, c'est de les placer quelque part en entreprise à un moment donné. Oui. Quelles sont parmi toutes les entreprises partenaires que vous avez? Est-ce qu'il y a des caractéristiques des grandes familles, des secteurs qui offrent les meilleurs débouchés? Est-ce qu'on est plus dans l'industrie, dans les services? Comment ça se passe? Comment vous sentez le marché de l'emploi? Bon, déjà, le marché de l'emploi, mais ça risque de changer en 2024, il est plutôt favorable aujourd'hui aux personnes qui recherchent un emploi. Après, on sait que historiquement, il y a des métiers en tension. Donc, forcément, sur ces métiers-là, voilà. Après, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment, que ce soit dans la voie générale ou la voie pro, la mission de Télémac, c'est la relance de l'ascenseur social. Donc, ce qui m'intéresse plus particulièrement avec mon équipe, c'est que les entreprises recrutent des jeunes qui viennent de la diversité sans discrimination. Et même quand aujourd'hui on a un bac+5 en France, mais avec un nom de famille
une adresse, il y a beaucoup d'études, y compris par McKinsey, qui ont été produites là-dessus, et bien derrière, c'est un facteur de discrimination et on a 2 fois moins de chances, malgré l'accompagnement, malgré le fait que ce soit indiqué par Télémac, malgré un bac+5. Et encore récemment, j'ai croisé une jeune fille chez Télémac, école de communication, très bonne élève. Voilà, ça fait 1 an qu'elle recherche un emploi. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est vraiment que les entreprises doivent mettre en place des politiques de recrutement non discriminantes. Et d'ailleurs, moi, je suis pour qu'il y ait, je le dis ce matin, des quotas de jeunes de QPV qui soient recrutés par les entreprises. On est en 2023, on est toujours le pays le plus discriminant d'Europe. C'est pas normal. Nous sommes une société républicaine et malheureusement, vu le contexte, ça va pas s'arranger. Alors, je sais que j'élargis ta question, mais parce que, en fait, finalement, excuse-moi, et on se connaît bien, Frédéric, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que le sujet, il est que les entreprises doivent préparer leur politique de recrutement pour être moins discriminants et ensuite, et je terminerai là-dessus si tu en es d'accord, accompagner les jeunes de la diversité au même titre qu'on l'a fait sur le handicap, au même titre qu'on l'a fait sur les femmes, par des programmes d'accompagnement en interne pour qu'ensuite il n'y ait pas de problématique de plafond de verre. Voilà. Et après, sinon, là où réussissent très bien nos jeunes, le digital, évidemment, avec des salaires très attractifs, ou l'industrie, parce que l'industrie recrute et massivement. Et donc, forcément, en volume, on a pas mal de débouchés. Je suis d'accord avec tout, Erika, il n'y a pas de souci. Et quand une parole engagée comme celle-là arrive dans un débat comme celui-ci, c'est évidemment très intéressant. Donc, ok, j'entends. Discrimination positive pour favoriser les jeunes qui sont le moins bien partis pour accéder au marché de l'emploi. Béatrice, en Belgique, vous aussi, vous travaillez avec plein d'entreprises. Est-ce que vous avez la même approche, le même ressenti? Est-ce que les entreprises doivent changer leur méthode de recrutement? Est-ce que la discrimination positive à l'embauche, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse? Comment vous pensez cette question-là? Non, non, tout à fait. Et Erika, on est 100% d'accord chez nous aussi par rapport à tout ce que tu viens de dire. Non, c'est clair, en fait, les entreprises ont longtemps fait la fine bouche. Hein, donc, je veux brusquer personne, mais ils se plaignaient souvent de ne pas trouver les bons talents, que la transformation digitale était difficile, qu'il manquait de profils tech au digital sur le marché belge. Mais c'est aussi parce que tout le monde attendait le mouton à 5 pattes, le master trilingue et de préférence avec X années d'expérience. Et à un moment donné, mais quand les entreprises se rendent compte que ce vivier de master mouton à 5 pattes n'existe pas, eh bien, ils sont revenus aussi vers nous en disant, OK, on va donner la chance à des jeunes, des bicodiens, comme on leur dit, donc des personnes formées différemment, avec un autre background, mais hyper motivées. Et on a eu le cas, par exemple, de KBC, qui est une très grande banque ici en Belgique, plutôt néerlandophone, mais qui est quand même une des grandes banques ici en Belgique. En janvier, le Chief Data Officer me disait c'est hors des questions, vous savez, vous vous rendez compte, c'est une banque, c'est compliqué. On a vraiment la case diplômée à devoir cocher. Ça, c'était janvier. Eh bien, en juillet, ils ont signé un contrat avec Bicode, donc un contrat de partenariat financier, où on va leur fournir, je crois qu'avant la fin de l'année, si on a déjà 3 cyber et 3 étudiants en intelligence artificielle qu'on va placer chez KBC, et ils nous ont déjà fait savoir que l'année prochaine, ils avaient une demande pour 50 recrutements dans lesquels ils aimeraient bien avoir la moitié sur un public de Picodiens, donc des jeunes qui vont justement, Erika, comme tu le dis, commencer dans l'entreprise et être accompagnés pour pouvoir être intégrés dans le reste de l'équipe. Et on sait qu'ils ont encore besoin de soutien et de formation quand ils rentrent dans l'entreprise. Et donc voilà, on sent, enfin moi ça fait que 1 an et demi, non 1 an et 3 mois là que j'ai repris la direction de Bicode, donc c'est quand même encore assez récent. Et même dans cette courte période d'1 an, je vois vraiment les entreprises qui évoluent, mais à une vitesse hallucinante, parce qu'en fait, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont juste pas le choix. S'ils veulent trouver les talents qu'ils ont besoin pour demain, eh bien, ils doivent juste élargir leur réseau de recrutement, plus miser que sur des seniors, mais donc aller vers des juniors aussi. En plus, ils cochent la case RSE, ça veut dire qu'ils font en plus une action qui, pour
tout ce qui est company ou employer branding est favorable pour eux aussi. Et alors, ce qu'on a changé, nous aussi, cette année-ci, on a un peu changé notre stratégie, c'est qu'on s'est positionné comme partenaire au recrutement. Et donc, on contacte les entreprises en disant, voilà, nous, on va être votre partenaire de recrutement. Et c'est un business model qui marche quand même, hein, tout ce qui est recruteur, il n'y a rien à faire, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Donc on s'est dit, ben, pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner chez nous en disant, on devient votre partenaire de recrutement dans du recrutement à impact social. Et donc si une entreprise doit recruter 10 personnes, eh bien, ils vont me dire, voilà, on est prêt à en avoir 3 ou 4 qui viennent dans ce flux de réinsertion sociale. Et donc nous, on va être le spécialiste pour recruter ces personnes et les aider à recruter ces personnes qui viennent de ces couches-là. Et on a l'avantage aussi d'avoir nos élections l'année prochaine. Donc, comme je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en Belgique, il y a un peu tout le monde qui prépare des notes gouvernementales, enfin des notes qui sont soumises aux différents partis politiques pour qu'ils en tiennent compte dans leurs notes ou dans les accords Ça se passe aussi comme gouvernementaux. ça chez nous. Exactement, voilà. C'est pareil. Et là, donc, on a... Après, ils ne le prennent pas tous, hein. Non, mais ça a le mérite en tout cas de pouvoir être proposé. Et donc, on a mis trois demandes. C'est que le pouvoir public, que les services publics montrent le bon exemple et arrêtent de recruter que sur des diplômes. Donc, tout ce qui est l'IT dans des départements publics, dans des ministères, arrêtez de demander toujours des diplômes standards. Deuxièmement, justement, des incitants fiscaux pour les entreprises privées pour vraiment aller obliger aussi cette espèce de quota de personnes justement en réinsertion sociale et qui ouvrent leurs portes et que, si possible, peut-être avec un incitant fiscal, pourquoi pas. Et troisièmement, j'ai un blanc, j'ai oublié le troisième point, mais c'était en tout cas ces deux premiers là qui... Ça reviendra après. J'en profite pour m'adresser à l'ensemble des participants parce que vous avez un onglet conversation dans Teams et je vous invite donc à poser des questions à nos deux intervenantes. D'ici 5 minutes à peu près, je pense qu'on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, au fur et à mesure que la discussion avance, vous avez probablement des idées et des questions qui vous viennent. Donc voilà, c'est dans l'onglet conversation qu'il faut poster vos questions. Béatrice, du coup, j'en viens à... Voilà, on a parlé un petit peu d'argent, d'entreprise, de partenariat, de coûts, de chiffres. J'entre un petit peu plus précisément dans la question de votre modèle économique chez Bicode. Combien coûte une formation? On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et comment est construit votre modèle économique? Oui, alors former une personne pendant 7 mois, donc du recrutement jusqu'à formation et puis l'accompagnement à l'emploi et le suivi en fait, pendant son stage et puis encore une fois un suivi dans cette période de 6 mois après le stage, ça coûte à Bicode 7 000 € par apprenant. Toutes techno confondues, donc c'est vraiment, je dirais, un coût assez général. Notre mode de financement est triple. Donc, on a une partie de notre ASBL qui est financée par des subsides publics, parce qu'en soi... ASBL, en France, on ne connaît pas bien, association à but non lucratif. Non lucratif. C'est ça. Oui, voilà. Qui est financée par des subsides, donc par de l'argent public. Pourquoi? En fait, on fait un peu le boulot des institutions publiques qui accompagnent ou qui forment et qui accompagnent en fait, à l'emploi les personnes au chômage, donc les demandeurs d'emploi. Donc, on a une partie de notre financement qui est public. On a une partie de notre financement aussi qui est philanthropique. Et donc là, nous, on a aussi créé, on a été pendant 3 ans aussi, on a bénéficié de la fondation EPIC et jusqu'à fin de l'année dernière. Et cette année-ci, on a créé un fonds philanthropique auprès de la Fondation Bras-Baudouin, les Amis de Bicode. Donc, on a notre propre fonds maintenant sur lesquels des donations d'entreprises ou de particuliers peuvent se faire en direct avec déduction fiscale, etc. Et alors, la troisième source, c'est via la structure justement qui a été créée en 2021, et c'est là aussi Ophitrust a rejoint, on a créé Bicode SRL, donc en fait une entreprise commerciale, qui fait que tous les partenariats qu'on signe avec des entreprises et qui sont facturés à travers de cette entreprise commerciale, on a un ruling fiscal en place entre nos deux organisations qui fait que 80% en fait, du revenu qui rentre dans la SRL est versé à l'association sans profit, enfin donc à l'activité de Bicode dans la SBL. Et donc, c'est vraiment un triple financement, public, philanthropique et privé, avec en fait une responsabilité un peu des trois et qui se retrouve, enfin qui se rejoint en fait d'une façon encore assez bien équilibrée. Et aujourd'hui, justement, en parlant d'équilibre, est-ce que vous êtes à l'équilibre économique? Votre structure, elle est Pas encore encore. assez jeune, hein? Pas encore? Non.
pas encore. On a grandi très vite, peut-être trop vite. Enfin, moi, ça fait donc un peu plus d'1 an que je suis là. Bicode a grandi très très vite, avec aussi des douleurs de croissance comme tout adolescent. Donc, on fait quelques séances de kiné là encore pour notre C'est structure, joliment dit. et d'ostéopathe et de psychologie. Mais voilà, on a une équipe quand même de 52 sur 4 villes, avec la complexité régionale belge et linguistique. Et linguistique. Exactement. Ouais. Erika, chez Télémac, même question du coup, combien coûte une formation et comment est construit votre modèle économique? Oui, alors nous, on a déjà le coût de la formation, il est différent suivant la voie générale et la voie pro. On est autour de 2 000 € par jeune par an, 2 700 € sur la voie pro, parce que en fait, ça coûte plus cher, notamment d'accompagner les jeunes sur leurs équipements, par exemple des couteaux en hôtellerie, par exemple un ordinateur, par exemple un permis, etc. Au global, Télémac, on a 75% de financement privé et on y tient. On est né de l'entreprise et on souhaite garder notre indépendance entrepreneuriale, même si on est évidemment un acteur, donc association loi 19.1 d'intérêt général. Et je vois cette force, si tu veux, enfin si vous voulez, au quotidien. Autant on va être, et c'est le cas sur le contrat impact, et sur plein d'autres choses, précurseurs de politique publique, à l'écoute, vraiment essayer de contribuer à la réforme politique en France et au progrès républicain et politique en France. Néanmoins, c'est important de garder la tête froide et de pouvoir avoir un vrai échange avec les ministres qui se succèdent et avec les gouvernements, et de vraiment être force de proposition sur ces sujets-là. Aujourd'hui, donc je l'ai dit, 235 entreprises, 7 entreprises partenaires, 65% de TPE, PME, ETI. Chaque entreprise décide d'un nombre de jeunes qu'elle soutient à hauteur, ou d'ailleurs des particuliers, parce qu'on a aussi des philanthropes, à hauteur de 1 500 € par jeune. Donc on voit que, et ensuite le delta, c'est effectivement des financements publics qu'on commence à avoir au niveau national avec la politique publique Un jeune, un mentor, dont on a été précurseur et cofondateur. Le contrat impact social, on y reviendra, mais que je considère plutôt comme du financement privé. Mais au final, l'État rembourse voilà, si on atteint nos objectifs, donc c'est un peu hybride. Eh ben, mais je propose qu'on en parle tout de suite du contrat impact social.